tous. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux plafond de Saint-Thomly du Louvre. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que tout a commencé, en tout cas pour moi, pour mon information, avec cet article. La fondation Saint-Thomly dénonce un affront odieux du Louvre. Alors, je vous explique un petit peu l'historique, en tout cas, de cette salle. En gros, cette salle, qui donc fait tant parler, est donc la salle des bronzes, et le plafond a été peint par Saint-Thomly, et l'inauguration a eu lieu en 2010, il me semble, à vérifier, mais il me semble que c'est 2010. Et donc ce plafond, en fait, en étant repeint, donc bon, ça avait déjà suscité quelques questions à l'époque, notamment parce que beaucoup ne comprenaient pas le style voilà, un petit peu décalé par rapport au bronze qui pouvait s'y trouver. Bon, on va mettre ça à part, c'est-à-dire que les débats qu'il y a eu à ce moment-là, on ne va pas en parler parce que c'est pas trop ce qui nous intéresse. En fait, il faut savoir que de toute façon, cette peinture du plafond, ça faisait partie aussi d'une stratégie des équipes du Louvre à ce moment-là, de montrer que le musée du Louvre était ouvert à l'art, en particulier à l'art contemporain, et donc ça faisait partie d'une stratégie beaucoup plus globale. Il faut savoir que cette salle, pourquoi elle conserve, elle englobe tous les débats, c'est parce qu'en fait, Jean-Luc Martinez a décidé d'y faire des travaux de restauration de la salle, et du coup a changé beaucoup d'éléments qui étaient initialement, quand je dis initialement, on va voir qu'en fait c'était pas si initialement que ça, mais en tout cas la salle n'a plus les attributs qu'elle avait quand Saint-Thomly a décidé d'accepter de peindre le plafond, et surtout quand il a fait le choix de son œuvre pour ce plafond. Bon, en gros, cette salle a été donc restaurée, on a changé beaucoup de choses, notamment le sol qui était un sol en marbre, les murs, les vitrines. Vous avez vu là, déjà juste sur la photo, on peut voir qu'il y a quand même une dominance de blanc. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Non. Je vous en montrerai d'autres, mais il y a une dominance de blanc, etc. Et en fait, cette dominance fait, quoi qu'il arrive, partie de l'inspiration de Thomly pour choisir les motifs qu'il a décidé de peindre sur le plafond. Bon. Jean-Luc Martinez, à sa tête, enfin le Louvre, Jean-Luc Martinez à sa tête, a donc décidé de faire des travaux de restauration. C'est pas du tout la première salle qui décide de restaurer dans le Louvre, hein. Et ces travaux ont fait bondir la fondation Saint-Thomly, donc qui s'occupe finalement de la préservation des droits moraux de l'artiste. Donc je rappelle que les droits moraux, j'ai fait un petit onglet là, je l'ai préparé. Les droits moraux, donc le droit moral, il se constitue en 4 catégories. Droit à la paternité de l'œuvre, le droit au respect, le droit de divulgation et le droit de retrait et de repentir. Ça fait du monde, ça fait beaucoup de choses. Bref. Et donc la fondation, je vais revenir ici, décide je dirais pas de mettre en demeure, mais presque, vu qu'elle a envoyé des courriers d'avocats à Jean-Luc Martinez, lui spécifiant de retrouver et de rétablir la salle comme elle était au moment où Saint-Thomly a accepté de faire ce plafond. Donc, lundi 1er février, un courriel a été adressé à Jean-Luc Martinez, président directeur du Louvre, signé de l'avocat new-yorkais David Erbaume, en sa qualité de conseiller légal de la fondation Saint-Thomly, et de son président Nicolas Del Roscio. Son propos: dénoncer les modifications récemment apportées à la salle des bronzes du musée et exiger que celle-ci retrouve son état antérieur par une correction immédiate, ou du moins que celle-ci soit opérée avant toute réouverture au public. Oui, parce que la salle n'est pas ouverte au public pour l'instant, évidemment. Faute d'avoir reçu la réponse qu'il exigeait avant le 3 février, l'avocat a adressé un deuxième courriel en date du 4 à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, dans lequel il redit ses griefs et se plaint de n'avoir reçu aucune réponse substantielle du Louvre. Pourquoi cette exigence de sa part? Parce que la salle des bronzes est celle pour laquelle Saint-Thomly a peint un plafond monumental de 34 mètres de long et 11 de large, inauguré en mars 2010. Bon, un peu d'histoire. Poursuivant sa politique en faveur de l'art actuel au Louvre, celui qui le dirige alors, Henri Loiret, sollicite au début de 2007 l'artiste américain qui vit le plus souvent en Italie afin qu'il intervienne dans cette salle. La raison de ce choix est simple:
Non seulement Saïd Thambi, 1928-2011, il est mort un an après l'inauguration, est l'un des créateurs importants de la seconde moitié du XXe siècle, l'un des plus exposés et collectionnés internationalement, mais il n'a cessé dans son œuvre de manifester sa passion pour les mythologies et les arts de l'Antiquité gréco-romaine. Lui proposer une salle dévolue au bronze antique, c'est lui offrir de revenir une fois encore à cette obsession. Pour ceux qui ne connaissent pas Saïd Thambi, c'est quand même un artiste qui, voilà, ses œuvres, elles plaisent pas. Je vais vous montrer. J'ai préparé donc le petit onglet Saïd Thambi. Voilà ce que fait Saïd Thambi dans ses œuvres. On voit que c'est quand même radicalement différent de ce qu'il a décidé de faire pour le Louvre. Clairement, on n'est pas du tout sur la même chose. En tout cas, voilà les œuvres de Saïd Thambi, voilà son style, voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit que ce sont des taches, de la couleur, vraiment on est sur des éclaboussures, un mouvement. Voilà, on voit que c'est quand même très marqué. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il ait son style, ça c'est clair. Et je vais vous mettre en miroir, je vous remets la photo de son plafond du Louvre, qui est quand même radicalement opposé voilà, par rapport aux œuvres qu'on a eu l'habitude de voir de lui. Et puis même, voilà, je vous ai montré un petit aperçu Google Images qui, pour moi, voilà, Google Images, on sait que ça reflète aussi l'avancée d'une société. Donc, finalement, voilà comment le public perçoit Saïd Thambi et l'œuvre de Saïd Thambi. Donc, c'est intéressant quand même de le noter, de le spécifier, même si ça n'a rien à voir avec ce qu'il a proposé pour le Louvre. Il faut savoir quand même que cet article du Monde est loin, donc n'est pas le premier. En revanche, il est vrai que c'est l'article qui a un peu fait éclater cette histoire au grand jour, même si l'article initial était donc de la Tribune de l'Art. On va y revenir plus tard. Bon, pourquoi c'est important selon moi de parler de cette incroyable histoire qui se passe en ce moment dans le monde de l'art? Parce que ça soulève plein de questions. Déjà, ça soulève la question de la gouvernance de Jean-Luc Martinez au musée du Louvre, qui est remise en cause notamment par la Tribune de l'Art et la gestion du Louvre en général, déjà. De deux, ça fait porter à la connaissance de chacun la difficulté d'exercice des droits moraux, notamment quand la personne, l'artiste est décédé et que donc forcément son droit ne sont plus gérés par lui-même mais par sa descendance. Là en l'occurrence c'est la fondation, j'imagine qu'il y a des gens de sa descendance également, ou je ne sais pas, mais en tout cas bon, c'est eux qui se chargent voilà, de faire perdurer ses droits et d'en prendre soin. Donc ça soulève la question des droits moraux. Ça soulève également une autre question qui est pour moi encore plus, enfin pour moi, hein, dans mon avis à moi, qui est encore plus intéressante, qui est celle de la modification des bâtiments historiques, des bâtiments voilà, qui datent d'un certain temps, avec des ajouts d'art contemporain. Et plus généralement, ça soulève aussi la question de la collectivité dans l'art contemporain. Parce que ça me fait penser aussi au fameux bouquet de fleurs de Jeff Koons, mais bon, on y reviendra plus tard. Bref. Je précise quand même que Saïd Thambi, c'est quelqu'un d'assez discret. Il a jamais, de ce que j'ai lu, voilà, de ce que j'ai pu comprendre, c'est quelqu'un qui n'aimait pas les spotlights, loin de là. Il avait l'air de vivre en intimité, il n'était pas du tout. Et en fait, c'est ça qui est assez bien montré dans cet article et pour lequel j'aimerais. Enfin, voilà, si vous voulez aller plus loin et comprendre un petit peu dans quelles circonstances ce plafond a été inauguré. Et surtout, vous comprenez un peu de la personnalité de Saïd Thambi parce qu'en fait, cet article, il relate très bien même la difficulté de le distinguer dans la foule. Tellement c'est quelqu'un qui est discret en fait et qui ne s'expose pas. Bien qu'il ait connu la renommée de son vivant, bien sûr. Donc cet article, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà plus précisément le fameux plafond dans la salle. Donc comme on peut voir, c'est quand même assez grand. Voilà, je vais vous montrer cette photo. Donc apparemment, en fait, ce qui est écrit en grec, moi je parle pas grec, j'ai jamais fait grec, mais ce sont les noms de grands artistes voilà, de la Grèce antique. Et d'ailleurs, l'article précédent mentionne tout à fait le fait que finalement, les noms ne sont entre guillemets que des noms dans la mesure où la salle n'accueille aucune œuvre de ces artistes, vu que la majeure partie de ces œuvres ont en fait été ont disparu avec le temps et la durée et les siècles et les époques. Donc en fait, c'est un clin d'œil de l'artiste, bien que l'idée de ce plafond ait été initiée
par les objets qui s'y trouvaient et l'ambiance générale qui s'en dégageait, ça n'empêche que les noms qui y figurent ne sont absolument pas présents dans la salle. Voilà, je tiens quand même à le préciser parce que c'est important, ne serait-ce que pour comprendre aussi euh, comment les artistes s'inspirent et surtout que ça n'a pas forcément de rapport avec le lieu en fait. Même si bon, j'admets qu'on puisse remettre ça en question et que c'est un débat qui est quand même un petit peu plus délicat. Donc on a vu les œuvres de Saïd English, donc je vais supprimer. Alors, on a un petit article du Figaro, très rapide aussi dans la mesure où je ne suis pas non plus abonnée, mais j'ai l'impression que c'est l'article en intégralité. Ouais, c'est l'article en intégralité. Bon, j'ai pas tout lu. Quand j'ai lu que la fondation criait au scandale et qu'ils souhaitaient absolument que tout soit remis en place à l'époque, moi j'ai vraiment eu dans l'idée, vous savez, je pense vous avez peut-être entendu parler des fameuses restaurations ratées où, je sais pas, je pense que vous avez tous en tête, en tout cas moi je l'ai en tête et je vous la mettrai parce qu'on l'a pas forcément en tête, mais l'image de ce Christ, de ce Jésus complètement amoché par une petite dame, je sais plus, je crois que c'est une église au Portugal où la petite dame, très croyante, avait voulu mettre sa pierre à l'édifice et restaurer une peinture. Et en fait, on se retrouve avec une peinture qui, malheureusement, bon, est plutôt très moche. Après, bon, moi, je pensais carrément qu'on était là-dedans. Je me suis dit, ah, mais ça me surprenait. Je me disais, ah, mais pour qu'ils soient aussi en colère, le Louvre a dû faire une restauration ratée, ça a dû être absolument catastrophique. Je cherche des avant-après, j'en trouve pas. Bon, du coup, je me renseigne un peu plus. Et en fait, je comprends que le plafond n'a pas du tout été touché, hein. Il est tel quel. Mais c'est la salle qui a été retouchée. Et pour moi, ça pose des questions. Ça pose des questions parce qu'en fait, la salle, elle était, j'ai envie de dire, elle était là avant Saïd-Ongli et quelque part, elle n'appartient pas à Saïd-Ongli. Elle n'appartient pas à l'œuvre de Saïd-Ongli. Alors, il y en a qui vont me dire, bah, ou qui pourraient dire, et on peut dire légitimement, bah oui, mais si cette salle, elle n'était pas comme ça, elle n'avait pas été, si la salle n'avait pas été comme ça, Saïd-Ongli déjà peut-être n'aurait pas accepté de faire ce plafond, déjà de 1, ce qui est fort possible aussi. Et puis surtout, ça n'aurait pas été la même œuvre parce qu'il aurait été inspiré par d'autres choses qui se trouvent dans la salle, ce qui est vrai aussi. Mais ça, est-ce que juste l'idée de l'inspiration et de l'œuvre finale permet de faire rentrer finalement toute la salle dans l'œuvre de Saïd-Ongli? Pour moi, c'est une vraie question, j'en suis pas sûre. Je trouve que ça soulève quand même des questions bien plus grandes qui sont celles de l'environnement de l'œuvre. Pour moi, bon, après, je vous dis, on n'est jamais sûr de ça, et enfin, on peut pas être sûr de ce que je raconte, et ça peut être remis en cause. Je m'y connais pas assez sur le sujet, je vous donne juste mon avis. À mon sens, c'est quand même un peu gros de faire reposer toute cette œuvre sur la salle, sur voilà, la disposition de la salle, et puis surtout, cette salle n'appartient pas à Saïd-Ongli. Cette salle n'appartient pas à l'œuvre de Saïd-Ongli, cette salle existait avant. Vous voyez ce que je veux dire? Elle existait avant. Donc, même si, effectivement, on peut se poser la question, et je vous dis, c'est pour ça que pour moi, c'est un débat qui est hyper intéressant, parce que ça soulève d'autres choses, en fait, qui est celle de certains artistes contemporains, je trouve, qui s'octroient des droits qui ne sont pas les leurs. Encore une fois, ça tombe bien, en plus, il n'est même pas là pour se défendre. S'il faut, il aurait dit, moi, ça me va très bien. Vous voyez, ça aussi, peut-être qu'il aurait dit, bah écoutez, moi j'aime bien la salle, j'aime ce renouveau de la salle, moi il n'y a pas de souci. Parce que la vérité, c'est que initialement, j'ai envie de dire, les architectes qui avaient repensé cette salle, et là on va y venir, hein, mais en fait, cette salle, elle avait déjà été remaniée. Donc peut-être que l'architecte, en l'occurrence, il me semble que c'était un décor de Ferrand, et je suis sûre d'ailleurs. Donc on va essayer de se retrouver. Voilà, Albert Ferrand. Voilà. Bon, alors écoutez, évidemment, on n'y voit rien. Mais en tout cas, sachez que la salle, initialement, c'était Albert Ferrand, l'architecte, et le plafond était nu, hein. Il était blanc, on n'a pas. Voilà, ça est tombé, il n'est pas venu recouvrir une fresque ou je ne sais pas quoi, hein, ou je sais pas quoi. Pas du tout. Mais le fait est que c'est Albert Ferrand qui avait fait cette salle. Donc j'ai envie de dire, peut-être qu'Albert Ferrand lui-même, il aurait pu dire, bah, j'ai pas envie qu'on dénature ma salle, j'ai pas envie qu'on y mette un plafond de Saïd-Ongli, pourtant il l'a pas dit, enfin le pauvre il était mort, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi ça soulève d'autres questions.
je vois pas pourquoi Saïd-Tombli aurait plus d'importance qu'un Albert Ferrand. En fait, si, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, Albert Ferrand était architecte, il n'était pas artiste, enfin, dit comme tel. Même si aujourd'hui, on voit que la nuance est plus difficile à marquer vu qu'on voit des architectes. Hein, je pense bien sûr, comment je peux avoir un trou de mémoire? À Jean Nouvel. Jean Nouvel qui a d'ailleurs fait des musées et qui lui aussi, j'ai presque envie de dire, use et abuse de son droit moral. Mais enfin bref, passons à autre chose. En tout cas, pourquoi j'ai envie de dire Albert Ferrand, personne n'y a fait référence au moment où Saïd-Tombli a décidé de faire son plafond, parce que c'était un architecte qui ne se disait pas artiste et qui n'était pas et qui n'était plus là pour se défendre. Et je dis ça, mais ça se trouve, il aurait adoré l'idée, j'en sais rien. Ça, on ne fait que des suppositions. Mais toujours est-il que, du coup, ça pose aussi d'autres questions. Qui est-ce qui a la paternité du lieu, finalement? Qui est-ce qui a la paternité de l'œuvre initiale? Je laisse la question ouverte, hein, mais c'est des questions qui se posent. Bon, je vais revenir sur cet article pour vous parler un petit peu plus de la salle. Donc, comme je vous ai dit, moi, je pensais que l'œuvre avait été complètement dénaturée, qu'on avait fait une restauration toute bidon et que ça me fait... Et voilà, mais en fait, non, pas du tout. Alors, on va revenir là-dessus. Donc, je vous lis vite fait l'article. Le ciel azur de Chambly voit rouge. À la clarté de la pierre de Bourgogne et aux murs laiteux de la salle des bronzes du Louvre ont succédé depuis l'automne un parquet flambant neuf, des murs ocre rouge ponctués de boiseries. Si le changement d'atmosphère, inspiré de l'état de la salle au milieu du XIXe siècle, est certain, il n'est pas du tout du goût de la fondation Saïd-Tombli, car la salle des bronzes est dominée par l'une des dernières œuvres de l'artiste américain mort en 2011, The Ceiling, le plafond. Une peinture désormais déprise du premier environnement avec lequel elle dialoguait. Mise devant le fait accompli, la fondation dénonce un affront odieux. Comme vous voyez, ça me laisse dubitative. Bon, un affront odieux. Bon, ils n'ont pas craché sur la tombe de Saïd-Tombli non plus, on va pas déconner. Et encore une fois, j'ai même pas spécialement envie de me mettre du côté du Louvre. C'est juste que quand je vois ça de loin, de l'extérieur, bien que je sois quand même un petit peu... Désolée, c'est le bruit du lave-vaisselle. Bien que je sois quand même un peu impliquée enfin, que je me sente impliquée dans les musées, ce sont, voilà, mes études, etc. Mais franchement, d'un point de vue extérieur, moi, j'ai pas fait histoire de l'art, j'ai rien fait de tout ça. Je trouve que l'affront odieux... Bon, on ne commentera pas plus. Donc comme vous voyez, en fait, le vrai problème, c'est la restauration autour. C'est-à-dire qu'ils ont mis du parquet, ils ont enlevé le marbre au sol, ce qui est plutôt particulier. Bon, je suis pas forcément pour, on va pas se mentir, mais j'ai envie de dire que je sois pour ou contre, on s'en fout. Le fait est que mettre du parquet, repeindre les plafonds, les murs en rouge, etc., comme ils vous le disent très bien, c'est revenir, ou c'est inspiré de l'état de la salle au 19e siècle. Donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Comme je le disais, ça veut bien dire que déjà la salle avait été remaniée et que finalement, comme je vous dis, c'est Albert Ferrand, Albert, il me semble, bon, Ferrand, qui avait décidé de refaire, qui n'a pas décidé, mais qui a refait architecturalement parlant la salle. Il aurait très bien pu dire, je veux pas du plafond de Saïd-Tombli, déjà de 1. Et ensuite, revenir à l'état initial de la salle. Alors bon, j'ai lu des choses aussi ailleurs qui disaient que finalement cette salle, elle a quand même beaucoup changé de destination, beaucoup changé d'architecture. Elle n'a pas arrêté d'être remaniée en fait. Voilà, le fait est. Et j'ai envie de dire, justement, si la salle n'a fait que être remaniée, bah c'est aussi l'histoire du temps que la salle soit encore remaniée aujourd'hui. Et c'est pas pour autant que l'œuvre de Saïd-Tombli n'a plus sa place dedans ou qu'on dénature son œuvre. Alors oui, je comprends. Voilà, il s'est inspiré d'une atmosphère, il s'est inspiré d'œuvres aussi, puisque les œuvres du coup changent dans la salle, ce ne sont plus les mêmes œuvres. Mais c'est aussi faire rentrer l'œuvre de Saïd-Tombli dans une globalité, c'est-à-dire que là on n'est plus juste sur un plafond. J'ai presque envie de dire que les œuvres elles-mêmes qui étaient exposées au moment où Saïd-Tombli a décidé de faire son plafond et tout le temps avant la restauration, c'est comme si les œuvres elles-mêmes appartenaient à l'œuvre de Saïd-Tombli, mais non en fait, pas du tout. D'ailleurs, les œuvres elles-mêmes qui sont présentées au Louvre, elles n'étaient pas faites pour être présentées au Louvre, vous voyez ce que je veux dire?
Donc peut-être que initialement les artisans qui avaient fait ces œuvres-là, ils ne les ont pas pensées pour qu'elles soient au Louvre. Bon, bah c'est pareil. On n'a pas à prendre ces œuvres et à prendre cette salle et à l'attribuer Saïtombli parce que monsieur, il se serait inspiré de la salle. Non, enfin, d'après moi, après je pense que c'est des débats qui sont beaucoup plus grands et qui soulèvent beaucoup plus de choses, je vous l'ai dit, sur le droit moral, sur l'inspiration de l'artiste, etc. Bon, le Louvre initialement il n'était pas fait pour être un musée, hein, donc si on va par là, tout change avec le temps en fait, c'est ça que je veux dire, tout change avec le temps et vouloir le figer comme ça, c'est déjà aller contre ce qui a fait que Saïtombli a pu peindre au Louvre, c'est bien parce qu'on a voulu changer ce qui était, donc c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, on change ce qui était. Et finalement, bah, ça ne fait que partie du mouvement général dans lequel Saïtombli s'inscrivait très bien, vu que c'est lui qui a décidé de peindre. Enfin, il a accepté de peindre ce plafond, donc c'est que ça le dérangeait pas tellement, hein, finalement. Bref, on va continuer. Alors, je veux revenir sur la tribune de l'art parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Pourquoi voilà, cette affaire Saïtombli fait des remous? C'est quand même la tribune de l'art qui en a parlé initialement. Je vais vous laisser tous ces articles en description parce qu'ils sont super intéressants. La salle, elle avait déjà... Là, ils avaient l'ancienne salle des bronzes grecs, vidée d'une grande partie de ses vitrines en attente de ses travaux. Voilà, j'allais dire, elle a déjà plus ses vitrines. Donc, vous avez vu hein, sur l'article initial du Monde, qui est ici... Bon, je retrouve plus l'image. Voilà. Mais je vous lis juste quelques lignes de la Tribune de l'Art. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est eux qui ont quand même initialement fait sortir ce grand débat. Je vous lis quelques lignes. Que Le Monde ait enfin publié un article sur l'un des nombreux dysfonctionnements du Louvre, quand la presse est généralement tellement complaisante pour ce musée malgré ses dérives incessantes, est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, les nombreux commentaires de cet article, majoritairement hostiles au plafond de Chambly et ne comprenant pas que le scandale est bien plus important que ce qui est écrit par Philippe Daguin, nécessitent que nous revenons sur cette affaire. Qu'on aime ou pas l'œuvre de Saïtombli, force est de reconnaître qu'il est incontestablement un des artistes majeurs de la seconde moitié du XXe siècle. La visite de la Saïtombli Gallery à Houston, que nous avons pu admirer il y a quelques années, est à cet égard très convaincante. Ce n'est d'ailleurs pas la question. Pour notre part, nous ne sommes pas persuadés qu'il fallait lui faire peindre un plafond au Louvre, et sans doute pas à la fin de sa vie, celui-ci étant sans doute une de ses œuvres les plus faibles. Mais le Louvre a commandé ce décor il y a une dizaine d'années, et à ce titre, il doit assumer et le respecter. La loi, il doit l'assumer, le respecter, la loi et la loi. Je crois que c'est la seule chose sur laquelle je suis vraiment, finalement, complètement d'accord, c'est qu'en fait... Mais c'est ça le truc, c'est que... Enfin, à la fois, je suis d'accord, ça fait que 10 ans qu'elle est là, l'œuvre. Ça fait 11 ans maintenant, en 2010-2021, ça fait 11 ans. Bon, c'est quand même assez récent. Mais c'est vrai que il faut pas nier une chose, c'est que ces grandes institutions, bien qu'elles soient publiques et donc gérées par l'État, elles sont en réalité le reflet de leur directeur. À ce moment-là, ce n'était pas Martinez. Et peut-être que lui n'aurait pas accepté que Chambly fasse ce plafond. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est aussi les choix d'un directeur, hein, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, je vais vous lire ça. Pour la salle des bronzes, la destruction sans raison du sol de marbre et l'enlèvement des vitrines est d'autant plus scandaleux qu'il s'agissait d'un aménagement des années 30 qui avait donc une valeur historique. Tout cela pour rien. Moi, ça me fait un peu rire. Est-ce que le plafond blanc, il n'était pas historique dans ce cas? Le plancher a été refait en parquet flottant et les murs peints en rouge. La salle n'est pas rouverte, mais il paraît que cela ressemble désormais à une pizzeria. Bon, en tout cas, moi, si je dois reconnaître un truc à la Tribune de l'Art, c'est que c'est vraiment une tribune et qu'ils assument leurs propos. Et moi, j'adore. Je préfère quelqu'un qui assume complètement son propos que quelqu'un qui va à tâtons. Bon, vous voyez un peu tout ce que ça soulève. Mais quand même, j'ai voulu essayer d'aller un peu plus loin et comprendre un petit peu. Ça, c'est Jean-Luc Martinez. Hein. Je vous avais fait une petite capture. Donc, c'est lui l'actuel président-directeur du musée du Louvre. Alors, je suis allée du coup sur le site du musée du Louvre qui précise à propos de cette salle. La salle fut construite de 1551 à 1553 par l'architecte Pierre Lescot comme une des salles principales du nouveau château du Louvre.
L'architecture actuelle, je sais pas pourquoi je sais pas le dire aujourd'hui, l'architecture actuelle respecte les transformations apportées par Albert Ferrand en 1936-38, tandis que la salle est destinée à abriter maintenant la collection des bronzes antiques du musée. Du coup, je suis en train de me demander si je me suis pas plantée. Je crois qu'il y a la salle des bronzes et la salle la salle des bronzes antiques. Ouais, bah ça a l'air d'être ça, hein. J'ai l'impression. En fait, ils ont changé les œuvres de place. Donc, je pense qu'en fait, les œuvres qui étaient initialement dans la salle où Saïd Ombli a peint son plafond changent de place et qu'elles vont dans le lieu construit par Ferrand. Du coup, ça enlève ce que je vous ai dit précédemment. Bon, attendez, faut qu'on soit sûr de ça. Bon, la même en anglais. Alors. Bah non, je pense que j'ai raison. On va continuer l'article qu'on disait, qu'on lisait tout à l'heure. Incontestablement, le changement drastique, seulement 10 ans après son exécution, de l'environnement qu'il a vu naître, constitue une atteinte au droit moral du peintre, inaliénable, quel que soit le contrat signé entre celui-ci et le Louvre. Le droit moral dans les salles d'un musée peut être considéré comme discutable, car il empêche théoriquement toute évolution de la muséographie non acceptée par l'artiste ou ses descendants, mais il existe. Donc ce qu'on disait juste avant. On peut estimer abusif que cela empêche les changements de présentation du musée, mais concernant cette salle précisément, cela n'était pas très gênant puisque le décor entier a été créé en 36-38 par l'architecte Albert Ferrand. On avait raison, nous ne nous sommes pas trompés. Celui-ci avait un véritable intérêt historique et aucun argument valable n'imposait de le casser presque entièrement comme cela a été le cas. C'est vrai que c'est aussi... je suis pas totalement pour non plus, faut pas exagérer. Revenir à l'état historique antérieur était impossible, mais il était en revanche possible d'y exposer des objets étrusques au lieu des bronzes grecs, sans tout bouleverser, et il est peu probable que ce seul changement d'affectation, même s'il rompait la cohérence avec le thème du plafond, aurait suffi à déclencher l'ire des héritiers de Saïd Ombli. Le Louvre explique dans l'article du Monde que cet ensemble de salles qui faisait partie de l'appartement du roi avait auparavant été réaménagé dans les salles 1950, période qui, faute de moyens, a malmené les décors historiques, badigeonnant en beige les plafonds et les stucs sans les restaurer, supprimant les portes, les volets ou les boiseries. Mais c'est absolument faux et volontairement dépréciateur envers une création art déco, la seule au Louvre, d'une grande qualité. On peut d'ailleurs lire sur le site internet du musée, nul doute que cela sera bientôt enlevé, l'explication suivante. L'architecture actuelle de la salle des bronzes respecte les transformations apportées par Albert Ferrand en 36-38, tandis que la salle est destinée à abriter maintenant la collection de bronzes antiques du musée. Exactement ce qu'on vient de lire, donc ils ne l'ont toujours pas enlevé. Le Louvre, cité par Le Monde, se défend également en se retranchant derrière l'avis de la Direction régionale des affaires culturelles. Le dossier a été autorisé par la Conservation régionale des monuments historiques et a été suivi tout au long de sa mise en œuvre par une commission scientifique ad hoc. Ce n'est en réalité qu'une preuve de plus que celle-ci ne joue pas son rôle qui, en l'occurrence, aurait été de rappeler que le décor d'Albert Ferrand est historique et qu'il aurait dû connaître un meilleur sort que celui qu'on lui a fait subir. Désormais, cette salle ne ressemble plus à grand-chose. Le plafond qui depuis longtemps n'est plus au niveau d'origine, ne s'accorde plus avec elle et les fenêtres sont entourées de chambranles qui n'ont plus rien d'historique. Quant aux vitrines anciennes qui occupaient cette salle des bronzes, elles ont été définitivement enlevées. Seule satisfaction, celle octogonale que l'on voyait au centre, retrouvera la salle des colonnes au sein du musée Charles X où elle se trouvait à l'origine et où les bronzes grecs seront désormais exposés. Maigre consolation. Donc c'est un article de Didier Rickner que je vous mets en description. C'est plutôt intéressant parce qu'on voit aussi l'autre penchant qui n'est pas seulement celui des ayants droit à exercer des ayants droit de Saïd Ombli à exercer leur droit moral abusivement. On est sur autre chose. Et c'est plutôt très bien expliqué. Donc je vous invite à tous ces articles de la Tribune de l'Art, c'est quand même eux qui initialement ont fait sortir cette histoire. Donc je vous invite à les lire. Donc ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Ça, on a vu aussi comment la salle était initialement. Bon, bah tout ça, il n'y a plus. Du coup, j'ai l'impression qu'ils les ont détruites. Bref. Et ça, c'est, je vous le mettrai aussi en description, c'est l'inauguration du plafond de Saïd Ombli. Alors, je voulais revenir aussi sur autre chose qui soulève aussi d'autres questions. C'est plutôt la peinture comme ça d'art contemporain qui intervient dans des lieux
bon, dans des lieux historiques et j'ai envie de dire historiques aussi dans leur style. Euh, les oiseaux, c'était une commande enfin, c'est une commande qui a été faite à Braque pour repeindre donc les plafonds. Donc je vous ai mis des photos parce que ça avait déjà suscité grand débat à l'époque parce qu'on disait mais qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que ça, enfin voilà. En fait, je vous ai montré, j'ai envie de le mettre surtout pour vous dire que c'est du coup une question qui n'est pas récente en fait. Et en fait, que ça soulève à mon sens, c'est l'intervention d'artistes contemporains qui de toute façon auront un droit moral qui va entre guillemets s'éterniser, hein, je crois que c'est plus de 70 ans ou 70 ans, qui, voilà, qui va perdurer parce que de toute façon ils le font de leur vivant. Et pas qu'il faille qu'ils soient morts pour pouvoir faire ce qu'on veut avec leurs œuvres, mais que c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent, voilà, de remettre en question les œuvres d'artistes contemporains dans des lieux classiques, en tout cas qui maintenant sont considérés comme classiques, qui n'étaient pas forcément. Il y a une phrase qui dit la musique classique n'était pas classique quand elle a été créée. Bon, voilà, on en pense ce qu'on veut. Mais ça pose question, je trouve que ça pose question. À la fois, ça va dans un mouvement en avant de l'art et des lieux qui accueillent ces œuvres. En même temps, ça pose question parce que, ben voilà, forcément, on se met beaucoup plus. Enfin, la société, parce qu'en l'occurrence, ce sont des lieux publics, se met beaucoup plus en danger dans la mesure où, bah voilà, hein, ce sont des gens qui sont morts il n'y a pas longtemps ou qui sont toujours vivants et les ayants droit, enfin, droit moral, c'est 70 ans après la mort de l'artiste, donc ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et on peut aussi, enfin voilà, c'est toujours un peu particulier, je vais m'arrêter là, mais ah oui, alors aussi là où je voulais revenir, c'est que cette fameuse salle qu'a peint Saïtombi, le plafond, est en fait, initialement, il n'était pas pensé pour peindre le plafond. C'est ce monsieur, Gérard Fromanger, qui avait été initialement sollicité pour peindre ce plafond. Finalement, ça n'a pas été fait. Je crois que ça date des années 80. Et finalement, vous avez vu, hein, Saïtombi, ça s'est fait en 2010. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est cette personne qui était initialement pensée pour repeindre ce plafond. Donc, ce que ça prouve aussi, c'est que finalement, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire peu importe l'artiste, mais presque. En fait, c'est la volonté du Louvre de faire entrer des artistes d'art contemporain dans son lieu. Et bon, ils choisissent les plus cotés, ce qui est normal, hein, ça reste une valeur ajoutée à un lieu qui appartient à tout le monde, en fait, qui appartient à la nation. C'est une œuvre de la nation aussi, qui appartient à la nation aussi, même si bon, le droit moral fait que finalement il appartient pas tellement à la nation. Mais voilà, c'était cet artiste qui initialement était pressenti pour repeindre le fameux plafond. Et en fait, là aussi, ce qu'il faut dire, c'est que c'est des choses, voilà, l'ajout ou l'abus du droit moral, entre guillemets, ou l'exercice du droit moral, c'est quelque chose qui a des précédents, hein. C'est pas au Louvre que ça a commencé, c'est pas Saïd Tombi qui a commencé. Et je voulais vous parler du musée de l'art l'Antique, donc qui avait été également au centre de tous les débats, car l'architecte, je sais plus son nom, malheureusement je vous remettrai l'article, hein, le musée avait décidé d'ajouter une salle, une annexe, et en fait, l'architecte trouvait qu'on dénaturait son œuvre. Dénaturait son œuvre, hein. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, bon, les architectes aujourd'hui se considèrent comme des artistes, à tort ou à raison, chacun aura son avis. Et comme il considérait que ça dénaturait son œuvre, il avait attaqué en justice et il me semble qu'il avait gagné. Mais il n'y a pas que les architectes qui sont en mal. Ça, pour ceux qui ne savent pas, je vous présente le ministère de la Culture. Euh, à l'époque, le ministre de la Culture avait fait, c'était dans les années 2000, hein, il avait fait, comment il s'appelle? Je l'ai noté, comment il s'appelle? C'était le ministre Renaud Donnedieu, voilà, qui avait décidé de faire appel à je sais plus son nom, désolé, je connais pas non plus tout. Donc l'immeuble initial qu'on voit derrière, c'est Georges Vaudoyer. Et il avait fait appel à Francis Solaire pour faire cette espèce de fresque métallique là qu'on voit devant.
Et en fait, les héritiers de l'architecte, donc Vaudoyer qui avait fait le bâtiment, ont attaqué en disant vous dénaturez également l'œuvre. Donc comme je vous dis, il y a des précédents hein, à ça. Ce qui avait fait beaucoup grand bruit parce qu'en plus, le tribunal avait dit effectivement que ça dénaturait l'œuvre et que c'était une atteinte aux droits moraux. Et donc, ils ont obtenu 1 euro symbolique, il me semble. Ils ont attaqué de nouveau, enfin, ils ont fait appel de la décision et il me semble qu'ils ont trouvé un petit arrangement avec le ministre de la Culture qui avait plus ou moins transmis, enfin c'est même pas plus ou moins, qui avait de ses propres finances, en tout cas celle du ministère, avait donné, voilà, je vais pas dire un bakchis, pas du tout, mais en tout cas qui avait fait un arrangement à l'amiable en leur donnant 300 000 euros. La morale de cette histoire, c'est que cette fresque est toujours sur le bâtiment. Bon, bah, je pense qu'on a fait quand même plutôt le tour. Voilà Renaud Donnedieu, le fameux ministre de la Culture d'alors. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Si cette histoire vous intéresse, je vous mets plein de liens, tous les articles, etc. Je vous les mets en barre d'infos. Et puis, bah, on se retrouve une prochaine et puis on verra les suites données parce que pour l'instant, je sais que le Louvre a répondu, mais bon, enfin que la ministre de la Culture a aussi reçu un courrier de la Fondation. On va voir les suites données à cette affaire et puis bah, peut-être que c'est aussi la place de Jean-Luc Martinez euh, qui se retrouve peut-être sur un siège éjectable, on ne sait pas. On va voir, je vous tiendrai au courant de la suite et je vous mets tous les articles en lien en barre d'infos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Pub Culture et on se dit à très vite.